Au Moyen-Âge, les dirigeants gagnaient généralement du pouvoir par droit de naissance ou par la guerre. L'éducation avait peu d'impact sur leur réussite, les aptitudes au combat étant bien plus essentielles. Et bien que l'influence des cultures romaines et germaniques pouvait être observée partout en Europe, dans le système judiciaire et la société dans son ensemble, c'était l'Église qui est devenue la force directrice lors du développement d'un système éducatif médiéval. Cette influence religieuse signifiait que les évêques, les moines et les prêtres étaient responsables de l'enseignement et de l'organisation de l'éducation dans son ensemble. En 1330 seuls, 5% des Européens ont reçu une éducation formelle car elle n'était pas jugée nécessaire pour la majorité. Ce n'est que lorsque les royaumes sont devenus plus grands et plus complexes que le besoin de compétences administratives telles que l'écriture et l'arithmétique a été jugé crucial et même alors, l'instruction n'était généralement disponible que pour la noblesse s'ils le souhaitaient. Pendant ce temps, les classes inférieures, ne pouvant pas se permettre les frais de scolarité des monastères et des écoles de cathédrales, étaient généralement mises au travail dès l'enfance. À l'âge de 12 ans, ils étaient déjà considérés comme des adultes. Le système a été conçu pour garder les serfs dans l'ignorance. De plus, le seigneur du manoir devait autoriser l'instruction de tout enfant paysan afin de maintenir les travailleurs à leur place. Toute personne scolarisée sans autorisation serait condamnée à une amende. Les enfants de paysans apprenaient les compétences nécessaires à leur survie grâce au travail de leurs parents. Les garçons seraient emmenés dans les champs par leur père pour apprendre l'agriculture et les filles aideraient à cuisiner, à s'occuper des animaux, à cultiver le jardin potager ou peut-être à regarder leur mère filer ou tisser. Les livres étaient une denrée rare et, étant très coûteux, la seule façon de s'éduquer était par le biais de la transmission de connaissances d'un enseignant. Influencés par l'Église, les garçons apprenaient à lire et écrire en latin. Les textes anciens de la Grèce et de Rome étaient suivis pour enseigner la logique, la rhétorique et la grammaire, connus sous le nom de trivium qui sont les 3 arts libéraux fondamentaux, ainsi que les 4 autres arts libéraux plus compliqués de l'astrologie, de la musique, de l'arithmétique et de la géométrie, bien que beaucoup de cours étaient basés sur la théorie et la superstition. Les garçons s'asseyaient ensemble par terre pendant les leçons, qui duraient tôt du matin jusqu'au coucher du soleil. Cela signifiait que les cours duraient beaucoup plus longtemps pendant les mois d'été. Comme le vélin était fabriqué à partir de peau d'animal et coûteux et que l'utilisation de papier et d'encre ne pouvait être assumée que par les nobles de rang le plus élevé et les monastères, la prise de notes se faisait sur des tablettes en bois remplies de cire noire ou verte. Un stylet, fabriqué à partir d'ivoire ou d'os, était utilisé pour gratter les mots à la surface. Le papier n'était donné qu'aux étudiants qui avaient perfectionné leurs compétences en écriture et seulement s'ils avaient les fonds pour le payer. Cela a entraîné d'énormes quantités d'informations devant être mémorisées par cœur. Le châtiment corporel était utilisé en cas de mauvais comportement et les erreurs. La fessée était généralement pratiquée avec une baguette de bouleau sur les fesses nues d'un enfant. On pensait que l'erreur ne serait jamais répétée de peur de la punition. Les garçons destinés à devenir chevaliers étaient donc placés dans la maison d'un autre chevalier pour apprendre leurs compétences. Au XIe et XIIe siècle, l'Église a proposé le code de la chevalerie qui devait être suivi. Il était donc crucial que les chevaliers sachent lire et écrire pour comprendre et suivre les règles, incluant la crainte de Dieu et l'Église, servir le suzerain, protéger les faibles, ne pas épargner les infidèles et respecter l'honneur des femmes. Un chevalier illettré était méprisé. Filles. Seule une petite partie de la population féminine recevait une éducation formelle. En Europe, cela se passait généralement dans un couvent. Après une instruction de base, beaucoup de filles décidaient de prendre des vœux, rejoindre l'ordre religieux et mener une vie cloîtrée. D'autres commençaient leur éducation conventuelle vers l'âge de 7 ans et étaient éduquées jusqu'à ce qu'elles soient prêtes pour le mariage, généralement vers l'âge de 14 ans. Le programme d'un couvent incluait lecture, écriture, musique, bonne manière, éthique, ainsi que des compétences de pratique comme le filage, le tissage et la broderie. En fait, c'était la broderie que les nonnes passaient le plus de temps à faire. Coudre des scènes bibliques et mythologiques grecques requérait une bonne connaissance de la littérature et de l'histoire. La musique était aussi cruciale car les chants glorifiaient Dieu. Les fréquentes invasions et guerres de l'époque ont poussé de nombreuses nonnes à enseigner la chirurgie et la médecine à d'autres femmes. Certaines abbayes enseignaient les écrits classiques et les arts libéraux aux filles, comme pour les garçons. De nombreuses nonnes bien éduquées sont devenues abbesses et étaient traitées sur un pied d'égalité avec leurs homologues masculins. Parfois, alors qu'elles étaient à peine adolescentes, elles avaient le contrôle de vastes propriétés et écrivaient des traités sur la rhétorique et la logique, et étaient généralement assez puissantes.
Ces filles, assez chanceuses pour être nées dans des familles bien nobles, avaient généralement une nourrice personnelle jusqu'à l'âge de 7 ans, puis étaient ensuite enseignées par des chapelains. Les filles étaient formées à la gestion du foyer et à la médecine, car les hommes étaient souvent absents pour combattre et pouvaient revenir malades ou blessés. Les filles apprenaient également les bonnes manières sociales comme le chant, la danse, le maintien et l'art de la conversation. Les jeunes dames apprenaient les compétences équestres, les jeux d'échecs, les jeux de dés, la fauconnerie, l'hospitalité, l'étiquette, et à modérer leur voix en toute occasion. Même pour les paysans, les compétences et les informations nécessaires aux filles étaient principalement transmises à la maison. Les parents étaient chargés d'enseigner la religion et de transmettre leurs compétences de base en lecture et en écriture. Les mères apprenaient aussi à leurs filles les tâches ménagères et leurs connaissances médicales. Au Moyen-Âge, la vie conjugale et l'éducation des enfants étaient les principaux objectifs d'une fille. Les femmes, sous la protection des hommes, recevaient une éducation dans le but de devenir de meilleures épouses et mères. Dirigées par le Vatican, les écoles monastiques faisaient en partie d'un monastère et étaient gérées par un ordre tel que les moines bénédictins ou franciscains. L'éducation préparait généralement à une vie de travail au sein de la communauté religieuse. L'accent était mis sur l'étude et la copie des œuvres des philosophes, polymathes et médecins de la Grèce et de Rome. Certaines écoles monastiques étudiaient même des sujets plus controversés comme la botanique et la physique. Certaines écoles permettaient aux garçons de familles pauvres d'étudier, mais ils devaient servir dans la cathédrale pour bénéficier de cette opportunité. Les écoles de grammaire, au XIe siècle, les marchands ont commencé à émerger en tant que nouvelle classe moyenne, et certains de ces marchands prospères venaient des classes inférieures. Les nouvelles villes attiraient de plus en plus de commerçants spécialisés comme les apothicaires, les épiciers et les cordonniers. Des guildes et des marchands fortunés ont commencé à établir et à financer des écoles locales pour l'éducation de leurs enfants. Ces écoles sont devenues connues comme écoles de grammaire. L'enseignement de la grammaire latine était essentiel car c'était la langue utilisée par de nombreux marchands européens. Le latin était une langue universelle en Europe, indispensable à quiconque voulait réussir dans le commerce sur le continent. L'éducation d'un fils de marchand assurerait la pérennité de son entreprise. Vers la fin du Moyen-Âge, les matières enseignées se sont diversifiées, incluant l'anglais, d'autres langues européennes, la géographie et les sciences naturelles. La plupart des écoles étaient petites, avec une seule pièce. Un seul tuteur enseignait aux garçons plus âgés, qui devaient ensuite enseigner aux plus jeunes. À l'âge de 14 ou 15 ans, certains étudiants poursuivaient leurs études à l'université. Université, à la fin du XIe siècle, les universités ont commencé à apparaître. Au début, des groupes de tuteurs ecclésiastiques rencontraient des étudiants dans des maisons, des églises ou même des parcs publics pour apprendre. Plus tard, des bâtiments ont été loués puis construits spécifiquement pour leurs besoins. Au départ, les étudiants universitaires étudiaient la théologie, car ils étaient destinés à travailler au sein de l'Église. Cependant, pendant le Moyen-Âge tardif, de nombreux marchands et nobles fortunés souhaitaient que leurs fils étudient le droit ou la médecine. La première université a été fondée en 1088 à Bologne, dans le nord de l'Italie, mais elle a été rapidement suivie par Oxford en Angleterre, qui a été agrandie après que le roi Henri II a interdit aux étudiants anglais de fréquenter l'université de Paris en 1167. Il y avait une hostilité entre les étudiants et les habitants dès le début, ce qui a entraîné des éruptions de violence et des émeutes. En 1354, une émeute a éclaté lorsque 2 érudits d'Oxford se sont plaints de la qualité du vin dans une taverne. Les troubles ont duré 3 jours. Plusieurs bâtiments de la ville et collèges ont été saccagés et de nombreux habitants et étudiants ont été tués. Quelques universités en Europe se sont spécialisées dans des sujets spécifiques. Il est préférable d'étudier la médecine à Salerne en Italie du Sud, la théologie à Paris ou le droit à Bologne. D'ici les années 1500, beaucoup de ces universités avaient acquis une si excellente réputation que les tuteurs et les chercheurs voyageaient de partout en Europe pour enseigner et étudier en leur sein. De nombreuses universités médiévales demeurent de grands centres d'apprentissage de nos jours. Parce que les jeunes hommes se retrouvaient loin de chez eux et sans surveillance pendant leurs études, ils ont développé une réputation d'ivresse et de comportement effronté. Ils étaient souvent condamnés pour leur recours aux prostituées et pour la boisson et le jeu. Il est intéressant de noter que durant le XVe siècle, un tiers des hommes accédant ensuite à de hautes fonctions ecclésiastiques, comme évêques, archevêques et cardinaux, étaient passés par l'université.
Une journée typique débutait par des études de 5 à 6 heures. À ce stade, les étudiants devaient s'y maîtriser le latin pour pouvoir discuter et argumenter logiquement dans cette langue. Un diplôme de Bachelor of Arts était décerné après 3 ou 4 années d'études en arts libéraux et un master après 3 années supplémentaires. Ensuite, l'étudiant pouvait poursuivre ses études en droit, médecine ou théologie, cette dernière étant le diplôme le plus prestigieux au Moyen Âge. Un master ou un doctorat pouvait prendre jusqu'à 6 à 12 ans de plus. Alors que l'Europe sortait du Moyen Âge et entrait dans la Renaissance, elle avait atteint des niveaux élevés de réalisation dans ses universités et de grands développements dans l'art, la littérature et la science. Et il semblait que la période médiévale avait créé la base du système éducatif que nous utilisons encore aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cet épisode de Folie médiévale. J'espère que vous avez apprécié et appris quelque chose. Abonnez-vous pour voir plus de vidéos publiées chaque semaine. Santé!